Je certifie que toutes les images présentées dans ce film ont été réalisées en ma présence et sous mon contrôle du 30 janvier au 5 février et du 25 mars au 30 mars 1995 sur les atolls de Mururoa et de Fangatofa en Polynésie française. Michel Morgan, huissier de justice, près les tribunaux de Papeete. Une ancienne image jaunie par le temps d'un champignon atomique. Voilà près de 30 ans que la France procède au cœur du Pacifique à la mise au point de son armement nucléaire. Loin des zones habitées de la planète, elle a ainsi effectué 187 expériences, aériennes d'abord, les fameux champignons, puis souterraines depuis 1975. Mururoa, Fangatofa, au départ 2 atolls perdus au fin fond des mers du Sud. Un lagon, une barrière de corail, des cocotiers, un récit fourré d'écume, des images de paradis terrestres. Des images d'un milieu écologique très beau, mais aussi très fragile. Vestiges d'anciens volcans submergés, les atolls sont de simples anneaux de corail posés sur l'océan. Il faut s'enfoncer de 200 mètres sous le lagon pour retrouver les roches dures, du basalte, constituant le volcan d'origine. À Mururoa comme à Fangatofa, ces paysages de rêve sont inchangés, mais sont toujours livrés à la merci de la météo. Une simple dépression, un cyclone si petit soit-il, une légère montée des eaux et le paradis prend des allures d'enfer. C'est dans cet environnement très particulier que l'armée s'est installée il y a 30 ans. Pour se protéger des éléments, elle a dû bâtir autour de ses installations un immense mur de béton. En fait, une double muraille la mettant à l'abri de l'océan. C'est en janvier 1995 que nous obtiendrons l'autorisation de nous rendre sur place. Une grande première dans l'histoire du nucléaire français. En contrepartie d'une ouverture totale des sites, un huissier de justice nous accompagne et contrôlera le tournage. Dans ses bagages, une caisse en bois provenant de Nouvelle-Zélande contenant 2 appareils de détection de la radioactivité, des DIP 80. C'est avec eux et avec cet huissier que nous allons pendant 14 jours procéder à un état des lieux complet de l'environnement terrestre et sous-marin de ces îles. Mururoa, c'est d'abord une base vie représentée en vert, une pépinière au sud, 2 points de traitement des déchets en rouge, et tout au nord, en blanc, un stockage de résidus radioactifs. En 30 ans, civils et militaires ont largement eu le temps de joindre l'agréable à l'utile. Mururoa, c'est aujourd'hui ces images de cartes postales, une base vie où environ 1500 personnes partagent leur temps entre loisirs et travail. Ne vont à Mururoa que des volontaires pour une durée maximale de 1 an. La vie est tranquille, aucune mesure particulière de sécurité liée aux expériences nucléaires n'étant nécessaire. Il n'y a pas de radioactivité détectable sur cette base vie, qui est aussi un véritable jardin, une pépinière de 6 hectares permettant d'alimenter tous les lieux de vie en plantes, en fleurs et en verdure. Mururoa, ce n'est pas qu'un jardin botanique.
C'est aussi et surtout un site militaire où l'on s'active encore beaucoup. L'entretien des installations pour une reprise toujours envisagée des essais mobilise les personnels, des personnels qui ont tout à faire pour assurer leur subsistance dans cet environnement marin plutôt hostile. Ainsi, cette usine d'eau douce peut-elle produire jusqu'à 2400 mètres cubes par jour d'eau potable. Cette petite ville implantée sur cet environnement fragile produit aussi des déchets qu'elle traite et incinère. Même chose pour toutes les huiles de vidange qui sont soigneusement récupérées avant d'être éliminées dans ce brûleur. Maintenir la base la plus propre possible est un souci permanent. Mais Mururoa, c'est aussi des laboratoires procédant à de multiples expériences et à de nombreux contrôles, notamment pour détecter toute trace de possible radioactivité. Ces manipulations toujours complexes peuvent produire des déchets radioactifs. On a souvent affirmé, ici et là, qu'ils étaient stockés dans des fûts à la surface de l'atoll ou dans les puits souterrains avant les tirs nucléaires. En fait, en 3 secteurs différents, l'armée a foré des puits spéciaux réservés au seul stockage de ces déchets et résidus. Nous avons bien entendu demandé à nous rendre sur un de ces puits afin de vérifier s'ils présentaient des risques pour l'environnement. Pour cela, nous sommes donc allés à la verticale de ce puits et nos appareils ont peu réagi, indiquant une radioactivité ambiante inférieure à 1/10 de millirad par heure, soit une radioactivité normale sur un atoll, bien plus faible en tout cas que sur un continent. Mis à part ce puits qui n'avait jamais été montré, tout ce que vous venez de voir n'a rien à vrai dire de secret. De nombreux visiteurs ont parcouru la base Vie et ses environs. Notre vrai travail commence maintenant, car là où nous allons, peu de gens, parfois jamais personne, n'a été autorisé à le faire. Mais Mururoa, ce n'est pas qu'une base Vie. 187 expériences nucléaires ont eu lieu ici en près de 30 ans. C'est dans ce passé tout proche que nous allons nous immerger. D'abord sur les 3 pas de tir Denise, Dindon et Colette en noir, puis sur 2.0 terrestre en jaune et sur 2.0 sous-marin, des images jamais tournées. Enfin, nous avons voulu plonger un peu partout, dans le lagon, dans la passe et sur le tombant externe pour achever notre état des lieux. Denise, c'est le nom du premier bunker que nous explorerons. Dans les années 60, 3 de ces énormes cubes de béton ont été construits. 2 à Mururoa, 1 à Fangatofa. Ils étaient situés à moins d'1 kilomètre des points zéro et permettaient d'enregistrer toutes les mesures faites pendant les tirs aériens. Désaffectés depuis des années, ces bunkers sont-ils, comme on l'a parfois dit, contaminés? Nous avons souhaité aller au cœur de l'un d'eux pour effectuer une mesure. Au centre de la masse de béton, la réponse du type est nette. Moins d'1/10 de millirad-heure, c'est-à-dire pas plus que sur la base Vie. Moins d'1/10 de millirad-heure, toujours, au pied du même bunker, à l'extérieur, devant la partie qui faisait face à l'explosion atomique. Spectaculaire, ce gros dinosaure de béton pèse 50 000 tonnes, soit le poids de l'Arc de Triomphe. Son frère jumeau, de l'autre côté de la passe, est baptisé Dindon. C'est face à lui, dans l'eau du lagon, que nous avons effectué un nouveau contrôle. Même résultat, rien de décelable. Mais la zone la plus fortement contaminée, c'est celle-ci, appelée Colette. Ici, par 5 fois, l'armée a simulé des accidents avec des charges nucléaires. Très pollué, ce secteur a été complètement nettoyé. Verdict du type, rien de décelable non plus au point zéro. Enfin, nous inspecterons 2.0 terrestre. La bombe est là, sous nos pieds, à moins 900 mètres dans le basalte. Verdict du type, moins d'1/10 de millirad-heure, rien là non plus de décelable. Mais les vraies questions sur Mururoa, ce n'est pas sur Terre, mais sous l'eau qu'elles se posent, surtout dans le lagon. Dans quel état est-il réellement?
Pour le savoir, nous y effectuerons une grande première. Jamais personne n'avait vu ce que vous voyez là, un point zéro sous-marin. Maintenant, à une profondeur de 35 mètres, dans le fond du lac de Mururoa, sur la zone Isurus 15, exactement sur le point 0, là où a eu lieu le dernier essai français, le 15 juillet 1991. Nous sommes en compagnie de Patrick, qui est en train de mesurer le taux de radioactivité ambiante. Patrick, quel est-il actuellement? Oui, nous mesurons ici, comme sur l'ensemble du lagon, le taux de radioactivité. Et actuellement, il est inférieur à 1/10 de milliwatt-heure. De moins 35 mètres, nous plongeons à moins 47 mètres, sur la zone Muren 27. Là, le tir est plus ancien, il date de 1987. La même tulipe de métal nous attend, un peu plus encroûtée, un peu plus rouillée. Nous effectuons sur le puits une nouvelle mesure de radioactivité. Encore une fois, rien de décelable. Aucune fuite. Juste un peu de métal concrétionné, colonisé par un banc de Priacanctus, gros poissons rouges tropicaux. Nous dénicherons même de superbes nacres qui n'attendent sans doute qu'un greffeur pour produire une perle noire. Ces images, vous êtes les premiers au monde à les voir. Personne n'avait jamais encore plongé sur ces étranges tulipes de métal où la radioactivité est en fait 3 fois plus faible qu'à Paris, au pied de la Tour Eiffel. « 35 mètres plus haut, ce curieux assemblage de cordes et de toiles va nous permettre de remonter et d'inspecter toute la chaîne alimentaire sous-marine, depuis les algues microscopiques jusqu'aux grands requins de la Passe. Sur l'un des 16 points de prélèvement gang de l'atoll de Mururoa. Sur ce cadre est fixée une toile en matière plastique immergée pendant 2 mois sur lequel peut se développer des algues. Ces algues microscopiques vont être analysées en laboratoire à Mururoa et en France, comme tous les autres prélèvements sur le sable, l'eau de mer, la faune et la flore. Régulièrement, ces échantillons sont partagés entre divers laboratoires étrangers, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, lors de tests destinés à comparer leurs résultats avec ceux des Français. Jamais encore un taux de radioactivité dangereux pour la santé n'a été détecté. De notre côté, nous allons remonter cette chaîne de vie en passant par le corail. Les tirs aériens, mais surtout les essais souterrains, ébranlent les structures de l'atoll. Nous pensions que le corail, très fragile, ne pouvait pas se développer normalement à Mururoa. En fait, côté océanique comme du côté lagon, le corail est dans un état de santé parfait et ses très grosses branches montrent que ces coraux ont très bien encaissé les secousses sismiques dues aux essais. Un corail pousse de quelques centimètres par an. Les plus gros ici ont sans doute bien plus de 30 ans. Acropora, Pocillopora, Pavona, Porites, il y en a ainsi plus que dans toutes les autres îles polynésiennes, plus touristiques, donc plus fréquentées par l'homme. Au milieu d'une telle abondance de corail, il était normal que l'on retrouve, au fil de nos plongées, la diversité de la faune sous-marine tropicale. Petits spirographes,
bénitiers géants, coquillages, comme ses gros 7 doigts. De nuit, des personnels tahitiens de la base nous emmèneront à la découverte des crustacés. On les a souvent dit contaminés par les déchets, ces animaux se nourrissant surtout de petits détritus sous-marins. En fait, là encore, la chaîne de la vie se porte bien. Langoustes, cigales, crabes sont au rendez-vous de notre expédition nocturne. Retour dans le lagon pour de nouvelles plongées. Cette fois-ci, pour tenter de recenser les espèces de poissons vivant dans cet environnement marin. Grands brouteurs de corail, les poissons perroquets sont là. Dans les petites grottes, les splendides poissons scorpions, les ptéroïs, attendent la nuit pour sortir chasser. Pomacanthus imperator, le fameux poisson empereur, est lui aussi au rendez-vous dans sa splendide livrée à rayures. Les poissons-anges nous observent timidement dans les anfractuosités coralliennes. Magnifique dans sa robe bleue mouchetée d'étoiles, le mérou céleste est lui aussi de la fête, comme son voisin de palier, le gros perroquet à bosse. D'autres poissons tropicaux, un peu plus gros, se montrent plus timides. Certains vivent cachés dans une épave, une vedette coulée ici pour le plus grand plaisir du club de plongée de la base. Nous nous amuserons à nourrir certains de ces locataires, bec de canne ou gros mérous, visiblement habitués au contact des hommes. Même cette grosse murène javanaise cédera aux avances de notre plongeur. C'est dans la passe, entre les pas de tir de Denise et de Dindon, que nous concentrerons plusieurs de nos plongées. Les passes de tous les atolls sont le point de rendez-vous des plus grosses concentrations de poissons et nous voulions étalonner en quelque sorte celle de Mururoa. Nous y trouverons, comme dans le lagon, une foule de poissons plus imposants encore. Les bancs de carangue, notamment, sont d'une prodigieuse densité. Nos routes croiseront aussi celles de gros napoléons indolents, mais aussi celles, plus impressionnantes encore, de superbes thons à dents de chien. Émotion à moins 17 mètres dans la passe. Cette tortue verte, un peu distraite, nous accompagnera régulièrement.
rencontres, celle de raies léopards et surtout celle de raies manta, rencontres écologiquement intéressantes. Les raies léopards se nourrissent en fouillant le sable des lagons et les mantas en filtrant le plancton. Si des doses de radioactivité importantes se trouvaient dans ce sable et dans ce plancton, comme certains ont pu l'affirmer, ces animaux n'auraient pu survivre ici depuis de longues années. Or, leur taille, comme pour le corail, montre qu'ils sont contemporains des essais souterrains. Mais notre chaîne alimentaire ne serait pas complète sans que nous nous soyons intéressés aux grands requins qui se concentrent en général dans les passes des atolls. Bernard, spécialiste des requins sur l'île de Moorea, est le responsable de cette délicate opération, nourrir les squales à la main. But du jeu, parvenir à déterminer si la passe est dense en gros prédateurs, ce qui signifierait que notre chaîne alimentaire, en plus d'être complète, est très fournie. Le verdict fut rapide. À la 3e séance de feeding, il y avait autour de Bernard une quarantaine de requins. Ailerons blancs, ailerons noirs et surtout requins gris, pas toujours de bonne humeur. Notre démonstration en tout cas est parlante. Il y a à Mururoa autant de requins que dans les autres atolls des Tuamotu. Donc tout simplement, autant de poissons et autant de vie. À 40 km au sud de Mururoa, Fangatofa. C'est là que la France a procédé à l'essai mégatonique le plus puissant de son histoire, Canopus, 80 fois Hiroshima. Là aussi, elle a multiplié les tirs souterrains et nous nous demandions dans quel état se trouvait l'atoll. Une mesure de radioactivité sur le pas de tir de frégate nous rassura. Moins d'un dixième de millirad-heure, ici comme partout ailleurs. Nous partîmes alors en face du pas de tir, là où les explosions avaient soufflé toute la flore il y a quelques décennies. Une noix de coco pour nous désaltérer. Elles non plus ne sont pas radioactives, rassurez-vous, et notre découverte des îlots pouvait commencer. Nous nous attendions à du corail mort, sans aucune vie. La surprise fut totale, puisque les motus de Fangatofa, comme on appelle ces îlots en polynésien, sont devenus un incroyable sanctuaire pour les oiseaux marins. Sternes, nodis, frégates, paille en queue, fous, tout se trouve ici, dans un environnement où nous ne détecterons jamais la moindre trace de radioactivité et surtout où l'homme ne vient jamais les déranger, un espace idéal pour se reproduire. Wai o hoi Toku e po otu E titiku ae E koa koa ia na maua Tahia ia na te maua sana He mai a hokia ia koe Mehe umati te kanaha toko e mata Titi u ahoi
14 jours sur Terre, dans les airs et surtout sous l'eau. 14 jours à chercher les traces mesurables de radioactivité. 14 jours de recherche vaine. L'environnement terrestre et marin de Mururoa et Fangatofa est sain. Nous n'avons pas la prétention d'avoir ni tout vu, ni tout inspecté. Mais si des fuites radioactives existaient dans l'écosystème, nous les aurions détectées. Or, nos DIP sont toujours restés au seuil minimum de mesure. Environnement sain, écosystème bien préservé, faune et flore abondante. Faut-il reprendre les tirs ou les interdire à tout jamais? La réponse ne nous appartient pas. Nous ne voulions montrer qu'une chose, la réalité de ces deux atolls, en faire l'état des lieux. À d'autres que nous, le soin de juger. Anu, anu.